C'est bon. Alors, tout d'abord, une petite introduction pour présenter ce thème et pourquoi nous l'avons choisi. Donc, ce thème de l'âme révélée est bien sûr en droite ligne de l'objectif de l'Institut Alcor, qui s'est donné comme raison d'être de contribuer à faire reconnaître officiellement l'existence de l'âme. Cette reconnaissance est une étape essentielle pour l'évolution de l'humanité et de la planète, et c'est la clé de la civilisation future que nous avons à construire. Et pourtant, l'existence de l'âme est controversée, notamment par la science matérialiste. Alors, qu'entendons-nous par révéler? Donc, d'après la définition du dictionnaire, l'âme révélée. Ça fait encore un écho. L'âme révélée veut dire rendre manifeste. Donc rendre manifeste, ça veut dire rendre concrète, rendre visible aux yeux de tous, hein. Et révéler l'âme, pour nous révéler l'âme, c'est éveiller, tu peux appuyer sur, voilà, c'est éveiller notre regard intérieur et extérieur à sa reconnaissance afin qu'elle devienne une évidence, hein, que l'âme devienne une évidence, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'art, la philosophie, la médecine, la psychologie, la science, etc. Alors, qu'entendons-nous par âme? Tous les enseignements de la sagesse nous disent, nous décrivent une approche ternaire de l'univers et de l'être humain. Est-ce que tu peux appuyer plus? Oui, voilà. Mais appuie complètement tout. Pardon. Voilà. Cette approche ternaire de l'univers et de l'être humain, sans cesse, elle nous montre l'âme en position médiane. En position médiane entre les deux grands opposés que sont la vie, la matière ou l'esprit ou le corps et la forme, hein. Et donc cette position médiatrice entre les grands opposés fait que l'âme est tout le temps une énergie de cohésion, qu'elle soit les propriétés de l'âme, y compris dans la matière, les propriétés de l'âme se manifesteront toujours par une énergie de cohésion, parce que l'âme fait indéfectiblement l'unité entre les deux grands opposés que sont la vie et la matière. Nous voyons aussi sur cette trinité que l'âme est conscience. L'âme est conscience et sa conscience nous pousse à nous éveiller à ses opposés qui nous tiraillent constamment à l'intérieur de nous. Vous voyez, ces deux flèches qui partent comme cela dans les deux sens, hein, vers la vie et vers la matière, nous montrent à la fois le tiraillement de notre conscience et en même temps l'éveil, bien sûr, de notre conscience quand nous nous ouvrons à la présence de l'âme dans la matière et en même temps à la vie qui nous est communiquée. Euh, Ce qui nous apparaît aussi, c'est que l'âme transmet la vie à la matière. Elle est en position médiane, elle transmet la vie jusque dans la matière et en même temps, elle attire, puisqu'elle est présente dans la matière, elle attire la matière à elle et la pousse à s'élever à la fois vers elle et vers la vie inconnaissable. Donc, pour voilà, rapidement, essayons de voir où se situe l'âme dans un diagramme que nous avons l'habitude de voir, hein, qui est celui de la représentation des 7 corps de l'être spirituel, mais aussi la représentation de la constitution énergétique de notre planète, hein. Ne l'oublions pas, ce n'est pas du tout limité à l'être humain, hein. L'être humain, sa constitution est identique à celle de la planète en infiniment plus grand. Donc, nous voyons sur cette diapositive que l'âme, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est dans la partie verte là, et dans la partie supérieure du corps mental.
Et donc l'âme, elle appartient au monde spirituel. Et pour que sa vibration subtile puisse pénétrer la matière dense, elle a besoin d'un outil. Cet outil, c'est le corps vital ou le corps éthérique qui va rabaisser, enfin transformer sa vibration, mais effectivement la rabaisser de vibration subtile en vibration plus dense, de façon à ce que via le corps éthérique, l'âme puisse pénétrer jusque dans la matière dense. Et l'âme a des propriétés qui sont dans la matière dense via le corps éthérique. Le corps éthérique a des propriétés qui sont similaires à celles de l'âme. C'est pour cela que ce corps, le corps éthérique, est parfois appelé l'âme de la matière. Et puis, dernière diapositive, avant de passer la parole à Laurent. Nous voyons que l'âme, donc, je le répète, se situe dans le mental supérieur, là où se fait la bascule, si vous regardez les flèches entre les colonnes, le haut, les enveloppes du haut qui sont les enveloppes spirituelles, et vous voyez les enveloppes plus matérielles dans le monde de la forme, l'âme se trouve au point de bascule, à la bascule, entre le monde qui est hors de la forme et le monde qui est dans la forme. Ce qui veut dire que l'âme est à la fois dans la forme et hors de la forme. Et quand elle est dans la forme, enfin du moins, elle est toujours dans la forme et hors de la forme. Dans le monde de la forme, eh bien, ses propriétés sont voilées par les lois de la matière. Ces propriétés sont voilées et elles sont contraintes dans l'espace-temps qui gère la matière, qui découle des lois de la matière. Par contre, l'âme hors de la forme, elle est toujours à la fois hors de la forme et dans la forme, et quand ces propriétés se manifestent à partir du hors la forme, à ce moment-là, ces propriétés nous paraissent étranges et nous ne pouvons pas les expliquer du point de vue des lois de la matière et du point de vue de l'espace-temps. Voilà. Donc, voilà ce dilemme de l'âme qui est à la fois hors de la forme et dans la forme. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Laurent, puisqu'il s'est donné comme objectif de répondre point par point aux arguments d'un scientifique matérialiste qui nie l'existence de l'âme. À toi, Laurent. Siège ici. Alors, donc notre prochaine thème de revue, c'est l'âme révélée. Et quand on prépare une revue, il y a beaucoup de travail en vue. Et moi, je fais un travail de bibliographie, fais un travail de recherche sur Internet, de conférences, d'articles, de livres. Et je suis tombé sur une vidéo d'un professeur de psychologie il a fait une conférence à l'Université de Genève. Aujourd'hui, on est à Genève. Et donc, lui, il y a 2 ans, il a fait une conférence à l'Université de Genève. Et son thème était très intéressant puisque c'était l'énigme de l'âme révélée. Donc, c'est un professeur de psychologie américain. Il s'appelle Julien Mussolino. Et il travaille dans le New Jersey, à l'école des arts et des sciences de New Brunswick. Et donc, c'était intéressant comme conférence, mais il est allé peut-être un petit peu vite en besogne, puisqu'il conclut assez rapidement sur la non-existence de l'âme. Et pour lui, il y a 6 faisceaux de présomption qui montrent que l'âme n'existe pas, et qu'on peut arrêter de poser l'âme en hypothèse. Et ces 6 lignes de raisonnement, rejetant l'hypothèse de l'âme, sont pour lui les 6 suivantes. L'âme s'est réduite à mesure que la compréhension scientifique a progressé. Il n'existe pas de formalisme qui décrit l'activité de l'âme. Il n'existe pas de données empiriques qui soutiennent l'hypothèse de l'âme. L'âme est incompatible avec nos connaissances scientifiques. L'âme n'a aucun pouvoir explicatif.
Et il existe un volume important de données en faveur de l'hypothèse matérialiste. Donc, comme ça, on voit que effectivement, c'est un petit peu radical comme proposition, et on se dit qu'il n'a pas étudié l'autre aspect un peu plus ouvert de la science, que son aspect matérialiste. Donc la vidéo qui se trouve sur la chaîne YouTube de l'Université de Genève a 143 000 visionnements, et c'est la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube de Genève. Donc ce qui montre que le thème de l'âme intéresse en tout cas beaucoup les gens qui sont tombés sur cette revue, et même par rapport à l'Université de Genève. Donc ici, je vais essayer de faire le contraire un petit peu de ce qu'il a fait, de reprendre les 6 propositions de Julien Mussolino et contre l'hypothèse de l'âme, et moi de montrer au contraire que l'âme reste une hypothèse et est tout à fait probable, et même probable encore aujourd'hui, avec les développements de la science. Donc la première affirmation, l'âme s'est réduite à mesure de la compréhension scientifique a progressé. Il donne le fait que les définitions de l'âme étaient très nombreuses autrefois, et qu'avec le progrès scientifique, le nombre de définitions diminue. Et donc, avec le progrès scientifique, comme la quantité de définitions de l'âme se réduit, il pense que ça va aller en diminuant, et qu'il n'y aura plus du tout de définition de l'âme, puisque l'âme n'existe pas. Donne un petit exemple, c'est Descartes, tout simplement. Descartes, dont l'âme faisait partie de sa vision du monde, a rejeté plein d'hypothèses que Aristote faisait. Et le fait que Descartes ait refusé et supprimé les hypothèses de l'âme d'Aristote, c'était du fait du progrès scientifique. Ces hypothèses de l'âme n'étaient plus nécessaires. Donc en soi, je ne pense pas que le critère de quantité de définition de l'âme soit en soi un critère pour dire que l'âme existe ou l'âme pas. Mieux vaut avoir peu de définitions et des définitions pertinentes. Et au contraire, moins il y en aura, plus on ira vers une définition pertinente qui nous éclairera peut-être plus sur ce qu'est réellement l'âme. Donc aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites sur la conscience, et on peut donner une définition qui a été proposée par le docteur anesthésiste Jean-Jacques Charbonnier, avec un élève, un docteur qu'il a eu en thèse, qui s'appelle François Allier. Ils ont étudié les cas cliniques de mort cardiaque, d'arrêt cardiaque à l'hôpital. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des expériences proches de la mort, dont des personnes qui avaient le cerveau analysé par un électroencéphalogramme. Et dans ce cas-là, les personnes qui ont l'électroencéphalogramme plat n'ont plus d'activité consciente, et toutes les 5 sens disparaissent complètement. Donc, il n'y a plus de vision, il n'y a plus d'odorat, il n'y a plus de toucher, il n'y a même plus de conscience du tout. Or, des personnes en expérience proche de la mort, en arrêt cardiaque, avec un électroencéphalogramme plat, ont une conscience, peuvent entendre, peuvent voir. Donc l'hypothèse qui a été proposée par François Allier et Jean-Jacques Charbonnier, c'est tout simplement l'existence d'une conscience intuitive extraneuronale, une conscience individuelle qui est indépendante du cerveau humain, puisque quand le cerveau est à l'arrêt, cette conscience existe, puisqu'on peut voir, entendre, écouter, et puis surtout avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Donc il y a une mémoire également qui existe. Donc, qu'est-ce que nous dit Jean-Jacques Charbonnier sur la conscience intuitive extraneuronale? C'est qu'elle est une source d'information personnelle qui est immatérielle, puisque indépendante du cerveau, que cette CIE, c'est la conscience intuitive extraneuronale, n'a aucune localisation géographique ou temporelle. Et une autre particularité, c'est qu'elle est inhibée par la conscience ordinaire.
La conscience de tous les jours, c'est une conscience analytique qui est liée au cerveau, qui est donc une conscience analytique cérébrale. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on arrive à diminuer cette conscience intuitive, cette conscience, pardon, analytique cérébrale, bah, c'est une porte ouverte à l'éveil de cette conscience intuitive extraneuronale. Donc c'est une définition vraiment très intéressante. Et on peut dire que cette définition de la conscience intuitive extraneuronale est pour la vision spirituelle vraiment une définition de l'âme, et qu'elle est assez pertinente. On peut parler également de la proposition de deux chercheurs indépendants, qui sont le docteur et maître de Tao Si Gangsha et la physicienne Rilung Xui. Ils sont à Toronto, au Canada, et ils ont écrit plusieurs livres. Et ce qu'ils proposent, c'est une étude de la conscience quantique, et que la conscience est issue du champ quantique qui est émis par les personnes. Et pour eux, donc, la conscience et l'âme est une acquisition d'informations dans un champ quantique. Donc, tout l'univers au niveau le plus fondamental est un champ vibratoire quantique, porteur d'informations. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui a été apportée par la mécanique quantique. Et le champ quantique est immatériel. Et la particule quantique qui a la particularité d'avoir ces deux aspects. On en parlera plus tard dans le développement de la conférence. Et donc la particule quantique est en contact avec deux mondes en quelque sorte, hein. Un monde immatériel, quantique, d'information, qui est global et non local, et qui apparaît dans un aspect corpusculaire dans l'espace-temps en tant que une particule que l'on peut voir, trouver la position ou mesurer la vitesse. Donc tout est quantique dans l'univers, des structures les plus infimes au champ quantique de l'univers. Et donc le champ quantique est porteur d'informations. Et cette information a trois aspects qui sont liés à l'information. Il y a le contenu de l'information, donc l'information qui est l'analyse et la signification de cette information. Il y a le côté émetteur et récepteur de l'information. Et le troisième aspect, c'est le processus de l'information. Et Xi Gangsha et Ruling Xi vont utiliser ces trois aspects de l'information pour définir l'âme et les aspects liés à l'âme. Donc pour eux, l'âme va être le contenu de l'information qui est lié dans le champ vibratoire d'une personne. Donc là, on va parler d'une âme individuelle. Donc le champ quantique qui nous entoure est rempli d'informations qui nous concernent. Et cette information est la définition de l'âme pour ces chercheurs. Ensuite, il va y avoir le cœur spirituel. Le cœur spirituel dans la personne va être ce centre qui va recevoir et émettre des informations, et donc qui est en relation avec l'âme. Et ensuite, il va y avoir le processus d'analyse, de processus d'information, qui va être le cerveau, ou tout simplement ce qu'on appelle l'esprit humain dans le sens le plus analytique. Donc c'est ce qu'il y a sur le slide. L'âme est le contenu de l'information dans le champ quantique vibratoire d'une personne. Le cœur spirituel de la personne est le récepteur ou l'émetteur d'informations, tandis que l'esprit est le processus d'information. Donc ce qu'ils nous disent, et donc c'est des hypothèses qui sont tirées de cette définition, c'est que si une personne meurt, le contenu de l'information va continuer d'exister indépendamment du corps physique, et donc que l'âme n'est pas limitée dans l'espace et le temps. Pour eux, le fait d'avoir une définition, c'est vraiment très très important, parce que partir d'une bonne définition de l'âme va permettre de faire des recherches qui vont aller dans la bonne direction. Si la définition est floue et pas claire, on ne sait pas dans quel sens aller dans la recherche, mais que donc l'importance de la définition est décisive pour une bonne base de recherche efficace sur la recherche de l'âme.
Donc à l'Institut Alcor, nous on étudie les enseignements d'Alice Bailey, une ésotériste anglaise. Donc j'ai repris deux définitions que propose Alice Bailey dans ses écrits, dont l'une est quand même intéressante par rapport au sujet scientifique qui nous concerne. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que l'âme peut être considérée comme le principe d'intelligence. Une intelligence dont les caractéristiques sont le mental et la conscience mentale, qui, donc mental et conscience mentale, à son tour, se démontrent comme le pouvoir d'analyser, de discerner, de séparer, de distinguer, de choisir, de rejeter, avec tout ce que ces termes impliquent. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des écrits donc, spiritualistes, et de par cette définition, tout de suite, on se retrouve avec le mental, et donc c'est une jonction qui est importante avec l'esprit analytique de l'être humain, où on ne fait pas de séparation entre un aspect spirituel qui serait déconnecté de la vie de l'être humain, mais au contraire, le mental apporte cette qualité de conscience et le mental est très lié en fait compte à cet aspect spirituel qui nous caractériserait. Donc ce que nous dit ensuite Alice Bailey, c'est que aussi longtemps qu'un homme est identifié avec l'apparence, donc c'est-à-dire son corps physique, ses désirs, son système mental, ce principe mental produit en lui la grande hérésie de la séparation. Donc le mental, qui est un outil essentiel de développement, de découverte du réel, et donc de découverte également de ce qu'est l'âme, avant d'avoir cette ouverture, va être une coupure qui va nous limiter aux aspects d'apparence que sont le physique, l'émotionnel et l'intellectuel. Donc ça, c'est vraiment quand même très très intéressant comme approche, je trouve. Une autre définition d'Alice Bailey est en rapport avec la conscience. Elle nous dit que l'âme est consciente par sa nature dans trois directions. Elle est consciente de Dieu, elle est consciente du groupe et elle est soi consciente. Donc le soi conscience, c'est l'aspect individuel, l'âme individuelle. Nous sommes une personne différente des autres personnes, mais malgré cette personnification en quelque sorte de notre être, il y a un aspect qui est très important, c'est la conscience de groupe. C'est qu'on n'est pas isolé, on est en relation avec un groupe d'âme, l'humanité. Et ensuite, cette conscience est ouverte encore sur un aspect beaucoup plus grand, qui est ce qu'elle nous dit, la conscience de Dieu. Et cette conscience de Dieu, c'est en quelque sorte la conscience du tout. La conscience est ouverte sur le tout. Et donc l'âme, tout nous important cette côté personne individuelle, et en même temps ouverte sur le tout. Et quand on parle de tout, on peut parler vraiment d'univers. Voilà, donc c'était trois aspects de définition très importants, je trouve, d'Alice Bailey. On va passer à la deuxième affirmation qui est affirmée par Julien Mussolino. Il n'existe pas de formalisme qui décrit l'activité de l'âme. Donc quand il nous parle de formalisme, Julien Mussolino, là, il parle essentiellement de mathématiques. Il souhaiterait qu'il y ait une formule mathématique qui décrive l'activité de l'âme et que comme il n'y a pas d'équation décrivant l'activité de l'âme n'existe pas. Donc là aussi, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Peut-être qu'il faut d'abord développer tous ces aspects de conscience avant de trouver une formule mathématique qui décrive l'activité de l'âme. Sachant que ce formalisme est intéressant, puisque à partir du moment qu'il y a un formalisme bien précis, ça va nous permettre de faire des prédictions et de vérifier si ces prédictions sont bonnes ou pas. Donc, dans leur théorie quantique de l'âme, les deux chercheurs indépendants que sont Zhi-Gang Sha et Ruling Shi proposent que l'âme pourrait être comprise à partir de l'union entre la théorie de la mécanique quantique
et de la théorie de l'information. Ces deux sciences sont probabilistes, donc elles sont décrites par des mathématiques probabilistes, tandis que la mécanique classique est décrite par les mathématiques déterministes. Et avec l'âme, on peut penser que s'il y a un développement futur mathématique qui sera fait, ce sera un développement indéterministe et pas un développement déterministe. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand il y a de l'information dans un système, l'information va donner et que cette information est utilisée pour l'évolution du système, elle va donner un degré de liberté à ce système, et que ce degré de liberté va donner des propositions d'évolution au système. Alors, ce que nous disent Shi Gangsha et Rolling-Shi, c'est que dans un système étudié où il y a zéro information, bah, le système sera défini et décrit par une vision classique déterministe et donc par des mathématiques déterministes. Par contre, s'il y a une information en quantité importante et que cette information va être utilisable pour le système pour son évolution, bah, tout de suite, le fait qu'il y ait une liberté, un degré de liberté, va faire que le système va devenir moins déterministe et qu'il faudra utiliser les mathématiques probabilistes. Donc voilà, la proposition, c'est que si des formalismes mathématiques sera utilisé pour les lames, ce sera un formalisme probabiliste, car il y a les libertés, quand la liberté est là, le futur n'est pas déterminé. Même si dans la vision classique, on parle de l'âme avec une vision de destinée, que la destinée nous montre un chemin. Donc le point final est défini, mais ensuite le chemin est libre. Et donc il y a les aléas pour aller du point A au point B. Il y a une liberté. Par contre, la finalité est déterminée. Donc il y a, au niveau des mathématiques, au niveau de la mécanique quantique, c'est les équations de Schrödinger qui définissent la mécanique quantique. Tandis qu'au niveau de la théorie de l'information, qui ont été développées par Shannon, ce sont les équations de Shannon. Donc c'était un peu de technique. Alors, je vais rappeler la définition qu'a proposée Jigangsha et Rolling Xu. Donc ce qu'ils proposent, c'est que l'âme est le contenu de l'information, l'essence de l'être humain et donc le champ vibratoire d'une personne. Le corps spirituel de la personne est le récepteur ou l'émetteur des informations, tandis que l'esprit classique humain avec petit e, c'est le processus de transformation, d'analyse de l'information. De cette définition, ils vont en tirer 7 prédictions. Donc ces 7 prédictions qu'ils proposent, c'est que l'âme est l'essence de l'être humain, car elle est information véhiculée dans notre champ vibratoire, qui est le facteur de notre expérience consciente. L'autre proposition et prédiction qui est proposée, c'est que le corps physique, quand le corps physique cesse de fonctionner, les informations contenues dans le champ quantique demeurent. Donc l'âme continue d'exister. La troisième affirmation fait que l'âme n'est pas limitée dans le temps et l'espace, car les aspects quantiques, effectivement, ne sont pas limités dans le temps et l'espace. Que l'on peut se connecter, communiquer et influencer avec d'autres âmes à distance, de la même façon que, on le verra tout à l'heure, que les particules quantiques peuvent se connecter les unes les autres et dialoguer entre elles, hors de l'espace-temps. La cinquième prédiction qu'ils font, c'est il existe un champ quantique universel, qui est l'ensemble de tous les champs quantiques des systèmes, qui est appelé le champ akashique, dans la tradition hindoue, et auquel tout champ vibratoire quantique est lié. Donc chaque âme est en relation avec ce champ akashique universel. Une sixième affirmation qu'ils en tirent, c'est que l'intuition, la connaissance directe, la télépathie, la clairvoyance, la psychokinésée sont expliquées par l'existence de ce champ quantique vibratoire, et donc cette âme que nous avons. Et ensuite, que l'âme, en tant qu'information,
dirige, conduit notre expérience physique et donne un but et un sens à la vie physique de l'homme, et donc la vie spirituelle de l'homme. Donc ce que nous propose, c'est que dans leur recherche future, euh, ils pourront étudier les qualités de l'âme et que c'est une base première, cette définition, ces prédictions, pour pouvoir étudier ensuite les qualités de l'âme. Donc on est intéressé de savoir qu'est-ce que donneront leurs recherches futures. On va parler à une proposition d'un astrophysicien, Massimo Teodorani, qui est un astrophysicien italien. Il a collaboré dans un livre de Patricia Daré, qui est une journaliste et médium, qui a écrit un livre qui s'appelle L'invisible et la science. Et donc il y a toute une partie de dialogue entre Massimo Teodorani et Patricia Daré, où elle pose des questions à Massimo Teodorani par rapport à l'hypothèse de la science. Et donc il nous dit que l'intrication quantique qui existe entre deux électrons est analogue à ce qui pourrait exister entre le dialogue entre deux âmes et le lien entre deux âmes. Pour lui, en réfléchissant comme ça sur cette hypothèse de l'âme aurait une nature quantique au même titre qu'une particule élémentaire, et que les phénomènes psychiques associés à l'âme, comme la télépathie, la médiumnité, la connexion avec des personnes décédées, est vraiment en lien avec les propriétés quantiques et d'intrication quantique des particules quantiques. Ouais. Donc, la particule est un transmetteur-émetteur d'informations, l'âme est un transmetteur-récepteur d'informations. L'âme serait donc bien sûr en dehors de l'espace-temps et elle pourrait être en connexion avec le tout. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision d'un astrophysicien actuellement. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que deux âmes pourraient être en relation via deux champs électromagnétiques dynamiques qui seraient reliés non localement. Donc la non-localité est une des particularités de la mécanique quantique. Donc ces deux âmes pourraient tout simplement communiquer de l'information. Donc l'intrication quantique est caractéristique en fait compte l'unité fondamentale du monde par cette propriété quantique. Donc c'est Alain Aspect, le physicien français qui a reçu le prix Nobel de physique l'année dernière, qui avait fait des expérimentations à l'université d'Orsay en 1980, qui a montré de façon sûre que l'intrication quantique existe bien. Et depuis, bien sûr, ça a été montré de façon beaucoup plus développée sur même des molécules. Lui, il l'avait montré sur des électrons. Et une fois qu'on met en contact deux particules quantiques entre elles, elles échangent de l'information et elles restent liées, toutes les deux, comme si elles étaient une seule et même particule. Et ensuite, on peut les envoyer à l'autre bout de l'univers. Et si on interroge une particule, l'autre particule à l'autre bout de l'univers va faire comme si elle avait été interrogée par l'autre. Donc il y a une unité intrinsèque et fondamentale au niveau du monde quantique. Et le monde quantique, c'est les bases fondamentales de l'univers. Donc on peut dire que l'univers est profondément un et que tout est lié dans l'univers au niveau physique. C'est vraiment de la physique qui est démontrée. Donc c'est étonnant de la part quelqu'un qui veut étudier l'hypothèse de l'âme de rejeter l'hypothèse de l'âme en disant qu'il n'y a pas de formalisme possible sur la description de l'âme. Alors là, ensuite, je vais parler un petit peu à nouveau d'Alice Bailey et des propositions qu'elle fait dans ses écrits. Donc là, il y a un formalisme très précis, une description très précise, bien sûr pas mathématique, de l'âme, mais elle nous montre vraiment les différents plans qui existent entre la matière dense, la matière subtile, et le rôle d'intermédiaire que l'âme a, et avec un élément de matière subtile qui est le corps éthérique.
Donc le corps éthérique est l'outil en quelque sorte de l'âme. C'est ce qu'elle nous propose dans ses écrits pour agir sur la matière. Et donc on va passer au schéma suivant. Donc nous avons tous un corps dense et différents corps subtils, dont le corps éthérique qui est le corps le plus proche des corps physiques. Et ce corps éthérique nous met en relation avec les plans subtils et spirituels. Donc, nous met en relation avec le corps d'émotion. Nous avons un corps d'émotion qui est souvent appelé le corps astral. Ensuite, on a un corps encore plus subtil qui est le corps mental. Et au-dessus du corps mental, nous avons l'âme et ou le corps causal qui est la cause de notre incarnation. Et l'âme qui est représentée, le corps mental, par aussi cette petite étoile qui est au-dessus du corps physique de l'être humain. Donc là, c'est représenté en volume, mais tout ça, c'est intriqué dans, dans un même espace, en fait. C'est-à-dire qu'au cœur de l'être humain, nous avons ce corps causal, nous avons ce corps mental, ce corps d'émotion et ce corps éthérique. Il y a une fusion, en quelque sorte, dans notre corps physique. Donc on peut présenter ça avec les différents plans. Donc Alice Bailey a décrit de façon très très précise les différents plans d'existence de l'être humain, les plans physiques, denses, tout en bas, là où se trouve notre cerveau. Notre cerveau se trouve en bas de la petite tirée où il y a marqué physique. Au-dessus, nous avons les plans éthériques et tout au-dessus, les plans plus subtils de la personnalité de l'être humain, personnalité qui, les psychologues l'ont bien développée et fait d'un intellectuel, d'un mental. Et au-dessus, par contre, il y a l'aspect spirituel qui n'est pas encore intégré dans la psychologie, bien qu'il y a des psychologues comme Sergio Acciagioli qui, lui, l'a bien intégré, qui est l'âme spirituelle, et au-dessus, la triade spirituelle. Donc l'âme, dans cette vision, est un intermédiaire entre les plans spirituels et les plans physiques. Notre réelle identité est encore beaucoup plus haut. C'est l'étincelle divine. Donc c'est une entité spirituelle immortelle qui va descendre par les plans spirituels, le plan de la volonté spirituelle, de la raison pure, et pour ensuite s'incarner dans un corps qu'on va appeler le corps de l'âme spirituelle, qui va nous donner ce jeu individuel et qui va s'incarner de façon bien précise, et c'est décrit de façon très précise dans les écrits d'Alice Bailey, avec trois points d'incarnation, un point au niveau du plan mental, un point au niveau du plan émotionnel et du plan physique. Ces trois points vont permettre la construction du corps mental, construction du plan émotionnel et construction du plan éthérique, puis physique. Donc c'est une description vraiment assez étonnante et très détaillée, donc un formalisme bien précis. Et on peut le présenter sous une forme de triangle. Donc là, vous avez les plans superposés les uns les autres. Et l'être humain peut être représenté sous la forme de ces deux triangles. Le triangle le plus bas, c'est la personnalité, celle qui est connue par tout le monde et admise par tout le monde. Personnalité est faire d'un corps physique, d'émotions, d'intellectuel. Mais cette personnalité est un outil pour l'être spirituel que nous sommes. Et l'intermédiaire entre l'étincelle divine, l'être spirituel que nous sommes, c'est cette âme qui est individuelle et qui nous donne notre conscience, le soi conscience, qui est en relation donc avec une conscience de groupe, parce que l'âme n'est pas isolée. La personnalité a tendance à penser pour elle, penser à son corps, ses besoins physiques, ses désirs physiques, ses émotions émotionnelles, son modèle de pensée, vouloir tout imposer et tout se mettre en avant. Et c'est l'ego trois fois, et ego physique, ego émotionnel et ego mental. L'âme, c'est l'oubli de soi. L'âme va apporter des qualités. Les qualités, c'est l'impersonnalité, c'est la sagesse, c'est l'amour, l'indifférence à cette vie de la personnalité, ce qu'on appelle l'indifférence spirituelle, c'est la compassion et surtout le service et le sacrifice. Elle a cette conscience de groupe qui va faire que
la personnalité va s'oublier. Ici, avec les autres âmes euh, du monde de la planète, c'est-à-dire les végétaux, les animaux. Il y a une unité globale de la planète Terre. Et donc, il y a un dessin, en quelque sorte, d'harmonie qui est prévu pour la planète. Et le but, c'est d'incarner cette harmonie. Donc, voilà pour la présentation d'Alice Bailey, et le formalisme schématique qu'elle nous propose, qui est vraiment très, très détaillé. On va passer à la troisième affirmation de non-existence de l'âme proposée par Julien Mussolino. Il nous dit qu'il n'y a pas de données sérieuses soutenant l'hypothèse de l'âme. Donc là, on se dit qu'il n'a vraiment pas étudié le sujet. Parce que bon, nos expériences, par exemple, de vie après la mort, si la vie existe après la mort, c'est qu'il y a une continuité de conscience. Et que cette continuité de conscience dans la vision spirituelle est donnée par l'âme. Donc dans les années 75, le premier livre qui a fait beaucoup parler de cette vie après la vie, c'est le livre du philosophe et psychiatre Raymond Moody. Donc lui, il était totalement athée. Il n'avait pas du tout d'éducation religieuse. Et quand il était à la fac, il a entendu parler de la première fois des gens qui pensaient que la vie après la mort existait. Il a été abasourdi. Pour lui, on voyait ça dans les petits dessins animés, où quand il y a une personne qui meurt, il y a un petit personnage qui continue après, une enveloppe blanche à vivre, etc. Mais lui, il tombait des nues en disant, mais attends, il y a des gens qui croient à ça. Ouais. Et étonnamment, les gens sont allés vers lui pour lui donner plein de témoignages. Et c'est comme ça que son premier livre est sorti. Et depuis, il a sorti de nombreux. Mais après lui, ça a été une somme de données monumentales qui ont été données. On peut penser à Elisabeth Kubler-Ross, une docteure de Suisse, quoi, qui est partie aux États-Unis travailler, et qui a travaillé au moment de l'épidémie du sida, et qui a récupéré beaucoup de témoignages par rapport aux gens d'expériences proches de la mort. Donc il y a un témoignage, et les témoignages sont nombreux, et puis chaque année, il y a un nombre de livres incroyables qui sortent dessus. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a des docteurs, des médecins qui n'y croyaient absolument pas, comme alors Raymond Moody ne va pas dire qu'il croit en la vie après la mort, mais il y a des médecins qui ont des expériences proches de la mort, qui étaient totalement athées et qui depuis sont devenus qui savent que la vie existe après la mort et qui prônent cette vie de l'âme et cette conscience qui existe après la mort. Donc, bien sûr, dans ces témoignages, il y a la proposition de Jean-Jacques Charbonnier, de François Lallier sur la conscience intuitive extraneuronale, qui est vraiment une hypothèse, suite à tous ces témoignages, qui est vraiment très, très intéressante, puisqu'en partant de cette hypothèse, on peut ensuite faire des expérimentations. Il y a un autre phénomène qui est le phénomène des guérisons spontanées. Il y a des personnes qui sont en phase terminale, qui attendent la mort, parce que la médecine classique n'a rien pu faire, et qui, contre toute attente, sont guéris. Il y a un témoignage assez étonnant qui est celui de Anita Morani. Elle était en phase terminale de cancer dans un hôpital à Hong Kong. Elle avait des tumeurs grosses comme un melon partout sur son corps, et puis elle attendait la mort. Donc il y avait sa famille d'Inde qui était en train de venir, parce qu'il venait pour euh, l'assister à ses derniers moments. Et elle a une expérience de mort imminente, et elle a eu une expansion de conscience incroyable. C'est-à-dire qu'elle disait sa conscience ordinaire, c'était comme si c'était 1% d'une sphère, imagine une sphère lumineuse. Et donc c'est la conscience qu'elle avait au moment de cette expérience, où elle était hors espace-temps, elle avait la connaissance de tout, elle savait pourquoi elle était ici, pourquoi elle était malade, et que dans sa conscience ordinaire, c'est comme si c'était un point sur cette sphère. On l'a dit, bien sûr, c'est un petit peu les, euh, les témoignages classiques, que c'était pas le temps de venir, qu'il fallait qu'elle revienne, donc elle est revenue. Et comme elle savait pourquoi elle était malade,
elle savait se guérir. Et donc, en 3 semaines, toutes ces tumeurs ont disparu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle peut témoigner de cette expérience qu'elle a eue. Et donc, elle propose également des témoignages de vie et des expériences de vie. Donc, il y a aussi le docteur Yann Tiberghien qui a écrit un livre sur. Ils étaient tous condamnés, 11 cas de guérison inexpliqués, c'était le sujet de sa thèse. Il est allé voir dans le monde 11 personnes qui étaient, qui attendaient la mort et qui sont guéries de façon inexpliquée. Donc les témoignages sont vraiment très 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 nombreux. Et là, l'hypothèse de l'âme, c'est l'hypothèse que l'âme existe. L'âme, c'est l'esprit de guérison. L'âme est immortelle, n'a pas de maladie, l'âme est dans un état de parfaite conscience et de santé. C'est la santé même. Donc l'âme peut guérir le corps humain de façon assez radicale. Donc il y a aussi tout ce qui est voyage hors du corps. Les voyages hors du corps, je crois que c'est en Suisse, il y a Sylvie Dessiolaz à l'Institut Noétique qui a fait des expérimentations, entre autres sur un cas qu'elle appelle le cas Nicolas. Et donc là, Nicolas sait faire des voyages hors du corps, qui ne sont pas forcément contrôlés, donc c'est un petit peu compliqué pour les expérimentations. Et donc quand il fait des voyages hors du corps, il a une batterie de systèmes d'analyse du cerveau et du corps pour essayer de montrer que l'expérience hors du corps est possible et que la conscience peut se détacher du corps. Ensuite, il y a l'aspect aussi euh, sur l'univers, simplement. On peut parler de la structure de l'univers, l'évolution de l'univers. Quand on le voit, on se dit c'est pas possible, c'est pas le hasard qui a permis la construction de l'univers. Il y a 19 constantes cosmologiques qui sont réglées de façon très 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 fine avec 6 zéros après la virgule ou plus. Et si on changeait un chiffre après ces 6 zéros d'une de ces constantes, bah, l'univers tel qu'il est n'existerait pas. Les noyaux n'auraient pas pu se former, les atomes n'auraient pas pu se former, les molécules n'auraient pas pu se former, les planètes, les nuages de galaxies cosmiques n'auraient pas pu se former, les étoiles n'auraient pas pu se former, quoi, rien n'aurait pu se former. Donc il y a une mécanique de contrôle et de construction de l'univers qui est inimaginable et qui, pour le mathématicien William Dembski, nécessite, d'après ses développements, la conception d'une intelligence. Donc il y a pour lui, de façon scientifique et mathématique, il existe une intelligence à la base de l'univers. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, nos connaissances scientifiques sont compatibles avec l'existence de l'âme. On va passer peut-être rapidement parce que le temps passe vite quand même. La diapo suivante, c'est affirmation. Affirmation. Je pensais y être déjà. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond aussi Est-ce que je ne suis pas allée aussi vite? à cette information. Donc, le point 3 et le point 4. Alors, il y a quelqu'un qui a mis le son sur son ordinateur ou sur son téléphone. Ah. Il faudrait supprimer le son. Il y a un écho. Ouais, super. Voilà, en fin de compte, le point 3, il n'existe pas de données empiriques qui soutiennent l'hypothèse de l'âme, et l'âme est incompatible avec nos connaissances scientifiques. On va dire que ça se rejoint. Donc j'avais peut-être rajouté aussi en plus dans le point 4, en plus il y a la médiumnité, il y a le voyage hors du corps, j'en ai parlé. Il y a également le souvenir des vies antérieures. Par exemple, il y a des enfants à 3-4 ans, ils vivent en France et ils savent parler tibétain alors qu'ils n'ont jamais appris le tibétain et ils parlent parfaitement le tibétain avec l'accent, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer scientifiquement ça. Par contre, si on propose l'hypothèse de l'existence de l'âme, bah, l'âme est information et l'âme peut envoyer une information dans un enfant et donc l'enfant parlait une langue qu'il n'a jamais apprise. Le point 5. Oui, donc tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de l'univers et des constantes assez importantes de l'univers qu'on peut se poser la question, c'est et si l'âme avait, si l'univers avait une âme?
En tout cas, les développements beaucoup de scientifiques aujourd'hui proposent l'existence de la conscience comme un facteur indispensable pour comprendre notre monde. Sans cet aspect conscience allié à la matière, on ne peut pas comprendre l'univers tel qu'il est. Et cet aspect conscience qui est en lien avec un aspect intelligence euh, permet de comprendre pourquoi l'univers est si extraordinaire. Et le réglage, tout à l'heure j'ai parlé des réglages des constances de l'univers, pour expliquer la précision à laquelle ça fait appel, il faut imaginer qu'un homme avec un arc puisse tirer à une cible qui est à l'autre bout de l'univers. Donc, et que avec la force, la précision et la clairvoyance qu'il a, en tirant avec son arc, la flèche irait directement dans la cible à l'autre bout de l'univers. Donc là, ça montre la précision des constances de l'univers, et on ne peut pas dire que c'est du hasard. Un autre aspect, ce serait de donner à un singe une machine à écrire, de le laisser pendant 3 mois taper sur la machine à écrire, et il taperait comme ça au hasard. Et pendant 3 mois, en fin de compte, le texte qu'il aurait sorti, ce serait la Bible. Donc voilà, c'est la probabilité qu'il sorte la Bible au bout de taper 3 mois sur la machine à écrire. On peut dire que c'est impossible. Et pourtant, nous sommes là dans un univers qui a été possible. Et cette possibilité, on peut dire, elle est impossible, sauf à poser cette hypothèse, qui est vraiment de plus en plus proposée par les scientifiques, qu'il y a un dessein intelligent, qu'il y a une intelligence derrière cet univers, et que cette intelligence, on peut l'appeler l'âme de l'univers, et qu'elle s'exprime à différentes échelles, jusqu'à l'être humain, jusqu'à la planète Terre, jusqu'au système solaire, et à l'être humain en tant qu'âme individuelle. Alors, la prochaine proposition, la 5, n'a aucun pouvoir explicatif. Là, on peut dire que si, l'âme a un pouvoir explicatif, puisqu'elle peut expliquer tout ça. Elle peut expliquer l'origine de la conscience, l'origine d'une cette conscience qui est indépendante du cerveau, que les expériences montrent sur les expériences mort imminente dans les cas cliniques. Cette origine de la conscience, c'est l'âme. Et surtout l'hypothèse matérialiste de la conscience qui serait produite par le cerveau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que la conscience est produite par le cerveau. Ce sont toujours des hypothèses. Et de la même façon qu'on peut poser cette hypothèse que la conscience est produite par le cerveau, aujourd'hui, de façon égale, on peut poser l'hypothèse que la conscience est fournie par l'âme. Donc il n'y a aucune raison de rejeter cette hypothèse et dire que ça n'existe pas. On est tout en droit de poser cette hypothèse. Donc les expériences proches de la mort, j'en ai parlé, les guérisons expliquées, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un petit peu toujours la même chose, les vies antérieures. Alors, il y a un aspect qu'on peut rajouter, effectivement, c'est l'agencement et la coordination précise des mouvements d'animaux. On voit dans le ciel des groupements d'animaux, de milliers d'oiseaux qui bougent. À l'époque, aux États-Unis, il y avait le pigeon migrateur, c'était des milliards de pigeons qui bougeaient dans le ciel de façon coordonnée, rythmée, sans que les oiseaux se cognent et tombent. Et dans l'océan, c'est la même chose avec les poissons. Il y a des groupements de milliers, de dizaines de milliers de poissons qui bougent dans l'océan de façon coordonnée, comme si chacun savait où se trouvait l'autre. Et là, l'explication, c'est tout simplement le corps éthérique. Le corps éthérique qui est un outil d'expression de l'âme. Sachant que dans cette vision-là, on va dire que l'âme existe chez les animaux, l'âme existe chez les plantes. Et qu'une façon d'expliquer ce mouvement coordonné, c'est l'existence de ce corps éthérique de groupe qui va permettre à tous ces poissons de bouger de façon coordonnée, ou tous ces oiseaux. Pour revenir à l'hypothèse de Rupert Sheldrake est un physicien, un biologiste anglais qui a proposé l'existence des champs morphogénétiques. Ces champs morphogénétiques, qui sont là aussi un peu liés avec les propriétés du champ quantique, qui sont des champs hors espace-temps, et que chaque atome serait lié à un champ morphogénétique, chaque espèce serait liée au champ morphogénétique, chaque molécule serait liée à un champ morphogénétique,
qui contrôle et donne une information pour le développement, l'évolution de la matière comme du vivant. Et on va passer, je pense, à la 6e affirmation, donnée par Julien Mussolino, de voir les oreilles qui sifflent en ce moment. Il existe un volume important de données en faveur de l'hypothèse matérialiste. Alors oui, il existe un volume important de données en faveur de l'hypothèse matérialiste, mais on peut se dire qu'aujourd'hui, au vu de toutes les données qui se développent montrant que le hasard est étonnamment têtu, pour expliquer vraiment ce qui se passe, c'est qu'on peut proposer que une autre hypothèse, c'est que tout simplement l'hypothèse matérialiste quand même diminue avec les années qui passent, qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent pour proposer une autre vision du monde, une vision non matérialiste, une vision non locale. Et cette vision non locale a été permise, bien sûr, par les visions spiritualistes, mais aussi par le développement de la science, parce que là, on s'intéresse au développement de la science, et que la mécanique quantique, et il y est pour beaucoup. Il y a 100 ans, il y a eu une révolution dans la physique. Les physiciens, à la fin du 19e siècle, pensaient que la science était finie, parce qu'on avait tout découvert. Et puis, on a découvert le rayonnement du corps noir, et puis avec le rayonnement du corps noir, on a découvert le quantique. Einstein, en étudiant la lumière, a découvert le photon. Et donc, que la particule, l'onde pouvait être particule, l'onde de lumière était aussi une particule. Et ça a été la naissance de la mécanique quantique. On voit que le monde est double. Et même avant d'être double, il est un, et que ce un est avant vibration, non localité, hors espace-temps, et que la particule quantique est l'interface entre ce monde non local, hors espace-temps, et la concrétisation du monde, l'actualisation d'un monde physique. Nous vivons dans un monde physique, mais il est issu d'un monde qui n'est pas un monde de matière, qui est un monde d'information, qui est un monde d'ondes. Et donc aujourd'hui, l'hypothèse mathématique, de par, entre autres, cette naissance de la mécanique quantique, permet de poser des hypothèses, comme ce que proposait tout à l'heure Massimo Teodorani, que l'intrication qui existe entre deux particules quantiques, entre deux électrons, peut exister entre deux âmes, si on pose comme hypothèse que l'âme est une structure de champ dynamique quantique. Donc il y a vraiment une nouvelle vision qui se développe de plus en plus, et l'hypothèse matérialiste perd du poids, et que nous vivons actuellement un changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est la vision prédominante du monde. Donc là, en science, le paradigme actuel, qui existe depuis 100 ans et même un peu plus, c'est une vision effectivement matérialiste. Les scientifiques ont abandonné cette vision d'éther, cette vision de champ subtil, et pour entrer dans le monde matérialiste avec des particules qui ressemblent à des boules de billard. Puis tout d'un coup, on a découvert la mécanique quantique. Les boules de billard existent bien, mais derrière, il y a tout ce monde subtil de non-matière, d'information. Et aujourd'hui, il y a les travaux d'Erwin Laszlo qui sont assez importants. C'est un philosophe des sciences. Il doit avoir 91 ans maintenant. Donc, il travaille depuis longtemps sur cette question. Et lui, il propose l'hypothèse d'un champ A, du champ A qui est le champ quantique universel de l'univers, et qu'il appelle le champ akashique, qui est donc bien sûr le champ de la mémoire de l'univers dans la vision spirituelle hindoue. Donc ce champ akashique renferme toute l'information de l'univers, et lui donne, par cette information, forme. L'information donne la forme à la matière, et lui donne également son évolution. Donc une évolution déterministe ou indéterministe, selon
comment l'information est utilisée. S'il y a zéro information, on va être dans le déterminisme. Des équations classiques pourront déterminer l'évolution. S'il y a une information qui est utilisée par le système avec un certain degré de liberté, bah là, le système va être libre. Et donc, quand on est libre, on ne peut pas mettre en équation le développement des personnes. Par contre, on peut mettre en équation le développement des groupements de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la probabilité. Donc, un changement de paradigme est en cours. L'hypothèse matérialiste perd du terrain au sens de cette vision unifiée du monde qui est compatible avec une vision spirituelle du monde, où l'âme pourra se développer sans entrave, amenant un monde plus fraternel où il fera bon vivre. Et on peut dire que aujourd'hui, si l'hypothèse matérialiste est un frein à une recherche libre, plus large, car elle bloque d'emblée des évolutions possibles, le changement de paradigme a lieu. Et quand il y a une vision nouvelle, cette vision nouvelle se fait par l'effondrement de l'ancienne vision, par la montée doucement en puissance du nouveau paradigme, qui ici est un paradigme post-matérialiste, qui est un matérialisme, qui est pardon, une hypothèse en fait spirituelle, qui sera totalement compatible avec une vision spirituelle de l'univers et de la vie humaine. Et donc c'est une recherche déconditionnée qui permettra des recherches extraordinaires, qui confirmeront la vision du monde d'aujourd'hui. Et vraiment aujourd'hui, la publication scientifique ou les livres de scientifiques là-dessus, elle devient phénoménale. On peut citer par exemple Mario de Beauregard, qui est un chercheur en neurosciences au Canada, qui a sorti un livre qui s'appelle La nouvelle science de la conscience. Et on peut aussi parler des recherches du psychologue Dean Radin, qui étudie les capacités extrasensorielles de l'être humain et qui utilise des méthodes vraiment scientifiques le plus serrées pour qu'on ne puisse pas mettre en cause la méthodologie. Et on est même en passe de démontrer l'existence de la vie après la vie, en posant l'hypothèse d'existence de personnes décédées. Et donc les travaux vont très très vite et on peut penser qu'en une décennie ou quelques décennies, le changement de paradigme sera fait et que l'émergence du paradigme post-matérialiste aura gagné. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que notre monde ira dans une nouvelle direction, une vision où on comprendra l'unité du monde, l'unité de l'humanité, la nécessité intrinsèque de respecter les règnes animal, le règne végétal, où l'hypothèse Gaïa sera un fait, que la planète est un être vivant, et que c'est tous ensemble, dans la coopération, qu'on pourra créer un monde plus fraternel et où on fera bon vivre, car en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Je vous remercie. Donc les deux derniers auteurs que j'ai cités, c'est Mario Beauregard, et l'autre c'est Dean Radin. Dean, D-E-A-N, Radin, ou Radin, R-A-D-I-N. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience. Merci. Donc, c'est l'espace d'échange et de questions. Merci. Moi, je confirme déjà dans l'évolution. Alors, il faudra le micro. Alors là, je suis devant l'écran. Ici, il ne marche pas. Pardon. Il ne marche pas? Donc, il faudra se déplacer, peut-être pour parler devant l'écran, pour que les gens Pour parler. puissent Parler ici. ici ou là-bas, peu importe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Enchantée et puis quel bonheur de partager tout cet esprit quantique ensemble. Et donc oui, moi je peux confirmer comme témoignage parce que je suis en train de faire une évolution donc de la naturopathie vers la médecine intégrée. Et ce que je peux constater effectivement, c'est que toute la partie de l'évolution de la médecine finalement qui prend en compte toute cette partie épigénétique de connaissances et d'intégration quantique et de connexion avec une nouvelle approche thérapeutique. Donc voilà, c'était simplement pour confirmer cet aspect-là vraiment
vraiment de nouvelles consciences et de nouvelles approches médicales aussi, qui est tellement importante pour tous nos corps, pas seulement notre corps physique qui quand même nous permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est plutôt sympa si on peut vivre mieux et plus longtemps, et puis aussi pour nos corps émotionnels et puis aller vers des guérisons, vers cette coopération comme ça qu'on souhaite tous. Et voilà, c'était simplement. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, j'ai pas cité les travaux, on peut citer aussi les travaux de Jean Charron, qui, au niveau de la physique, a proposé une vision qu'on appelle la psychomatière. Et donc, oui, à chaque particule, il associe une partie psyché, c'est-à-dire que chaque particule a une conscience, a un degré de liberté. Et donc, ça donne une vision totalement nouvelle de la physique quantique. Et bien sûr, Emmanuel Ransford également, avec sa vision de l'holomatière, qui rejoint aussi celle de Jean Charron, où il y a l'aspect psyché de chaque particule. Quand la particule utilise son aspect psychique, en quelque sorte, on est dans la mécanique quantique. Et quand la psyché n'est pas en jeu, ben, on est dans la mécanique classique. Donc, c'est deux visions très, très intéressantes du renouveau qui existe dans une nouvelle vision du monde. Si ceux qui sont en ligne veulent parler, ils peuvent activer leur micro. Et, et- Et dans le chat, je vois il y a 2 points dans le chat. Comment? Dans le chat, alors je ne sais pas si c'est Ah ou oui. pas. Mais, je te laisse regarder, Alice, dans le chat s'il y a des questions. Il n'y a rien dans le D'accord. Alors, Alice, il ne faut pas que tu allumes ton micro. Oui. Hein. Par contre, ici, on va pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut mettre en. Ceux qui sont en ligne peuvent activer leur micro s'ils veulent parler. Si on peut mettre en. Ceux qui sont dans la salle doivent aller vers l'ordinateur. Voilà. Donc, vous levez la main si vous voulez parler. Oui. Voilà. Par là. Oui, bonjour. Alors, je suis étonnée que ce scientifique qui dément la réalité de l'âme n'ait pas parlé de ce procès qui a eu lieu au Moyen Âge sur l'hypothèse que la femme avait-elle une âme ou pas. Je trouve ça génial parce que je pense qu'ils ont eu du mal à le démontrer, mais ça partait déjà puisque si on essayait de savoir si la femme avait une âme, ça partait déjà du postulat que les hommes en avaient une pièce. Voilà. Et donc c'est dommage que voilà, j'aurais bien voilà, ce scientifique, on pouvait déjà lui rétorquer ça. Et juste un autre petit additif, je suis tombée une fois par hasard sur un livre non traduit de Walter Russell, qui est un Américain et qui a fait, on va dire, une expansion de conscience magnifique parce qu'il est tombé pendant 40 jours dans un coma et donc c'est un polymathe, donc c'est un scientifique et voilà, avec certainement des ouvertures. Donc au retour de ce voyage, vous regarderez les écrits de Walter Russell, il est arrivé avec 30 000 mots décrivant l'univers et l'unité de l'univers et la sagesse, la conscience, l'intelligence qui guide tout. Et ça, c'est vraiment un livre qui est resté en anglais. Bon, ça a été repris, c'est un peu traduit juste par petits morceaux, mais voilà, qu'une telle expérience d'un coma de 40 jours avec justement un scientifique, un polymathe américain, ne soit pas maintenant à disposition en traduction, c'est bien dommage. Donc il a vraiment témoigné de cette intelligence. Oui. Merci. La fin de voyage. Oui, c'est ça. Oui, oui. Donc, je vais ajouter aussi quelque chose, c'est Philippe Guillemont, bien sûr. En France, on a Philippe Guillemont qui est très, très ouvert sur cette nouvelle vision spirituelle et qui a écrit plein de livres sur le sujet. Et dans la prochaine revue, il y a Fanchon qui a interviewé Philippe Guillemont. Et donc, la prochaine revue d'Alcor, il y aura
un interview très intéressant de Philippe Guillemant sur le sujet, où il pose également la question de l'existence de l'âme. Oui. Et un développement de qu'est-ce que pourrait être l'âme. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Soit, soit pour ceux qui sont à distance, soit pour ceux qui sont dans la salle. Franchement, franchement, mets ton micro. En fait, il n'y a pas de question parce que c'est très complet ce que tu as fait et c'est vraiment passionnant, hein. C'est comme une sorte de... T'as quasiment traversé toute la science du 21e, du 20e siècle pour montrer comment ça a avancé sur le sujet. Et je trouve que finalement, cet homme qui a voulu montrer que l'âme n'existait pas, il a donné les outils pour montrer le contraire. Et franchement, tu as fait une. Et je trouve que c'est très malin de faire ça. Et à part comment tu as fait, parce que tu as été chercher tout ce qui est tout le fondamentaux qui sont là, qui sont derrière. Et tu l'as vraiment. Ça tombe tout seul, je dirais, en t'écoutant. Et finalement, on lui doit. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des gens comme ça qui, à ce point, osent affirmer des choses, parce que ça nous permet finalement de rebondir. Et peut-être qu'il faudrait mettre ton intervention sur demander à l'Université de Genève si elle veut bien mettre ton intervention en réponse. C'est, c'est vrai, hein, parce que franchement, je trouve que tu aurais pu prendre tout le temps qu'il fallait pour arriver jusqu'à la fin, hein, parce que tu t'es dépêché à la fin. C'est un peu dommage, mais parce que franchement, c'est un gros travail que tu as fait. Depuis le colloque de Cordoue, il y a tellement eu de développement et toi, tu as pris tout qui était. Merci pour tout le monde, hein. Merci, Fanchon. Quelqu'un d'autre veut parler? Non. Silence radio. Silence radio? Philippe? Ah, pardon. Viens, 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 viens. Je ne sais pas si Ça compte pas, vous avez entendu parler de 21 grammes. 21 grammes, c'est voilà, 21 grammes, c'est un film qui est sorti il n'y a pas très, enfin, début des années 2000. Et puis il y avait un scientifique américain, enfin un médecin américain, qui s'était penché sur cette question au début du XXe siècle. Alors son nom, je crois que c'est un truc Mac ou Duncan quelque chose, je sais plus exactement, mais vous pourrez rechercher. Donc lui, il s'était intéressé au poids de l'âme parce qu'il avait mis en place un lit balance. Comme ça, il pouvait constater qu'au moment du décès, en fait, il y avait 21 grammes qui disparaissaient subitement. Et donc, il n'y avait aucune explication claire sur le fait que ces 21 grammes du corps disparaissaient. Donc, aujourd'hui, il y a toujours des recherches autour de ça. Alors, bien sûr, il a été beaucoup critiqué parce que son expérience n'était pas vraiment valide parce qu'il a pas fait les tests en grandeur nature, enfin, avec suffisamment de patients. Et puis après, il y a eu des explications concernant la température du corps qui peut fluctuer, etc. Et puis après, la question était à quel moment on considère que la personne est décédée? Est-ce que c'est au moment où le cœur s'arrête ou est-ce que c'est au moment où le cerveau ne fonctionne plus? Enfin, donc, il y avait toutes ces questions-là qui étaient encore imprécises. Et puis, bon, après, le rouleau compresseur, si vous voulez, de l'industrie médicale, pharmaceutique, tout ça est arrivé. Donc, c'est vrai que les gens ne se sont pas vraiment posé cette question et on dit, bon, bah oui, peut-être que l'âme pèse 21 grammes, mais est-ce que c'est vraiment important? Mais je pense que si effectivement aujourd'hui on se penche sur cette question, ça pourrait peut-être nous permettre déjà de définir et de relier l'âme à quelque chose de physique et de pratique, quoi, de concret, parce qu'elle pourrait peut-être peser 21 grammes. Je sais pas, par le bois. Oui, coucou. J'ai- Oui, tu m'as interpellé, Matt. Oui, bah oui.
Je me suis dit, mais il dort ou quoi? Non, 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 je dors pas et j'écoute avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci à Laurent pour ce brossage effectivement très, très intéressant avec beaucoup de citations et de personnalités scientifiques. Moi, je suis un peu, comment dire, je suis un peu fasciné par cette situation parce que, je veux dire, ça fait des milliers d'années que alors, pour parler des religions, dans un premier temps, que les religions via les prophètes, nous explique l'existence de l'âme et comment elle travaille et quel est son but, etc. Mais bon, ça ne suffit pas. Et puis il y a l'enseignement du tibétain qui est très cohérent, très clair, et on se demande comment cet enseignement n'arrive pas à infiltrer dans la société et vers les scientifiques. Je me demande si tous ces gens que tu as cités, Laurent, Dean Radin, Jean Charron, Rochefort, de Guillemin, Beauregard, enfin, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont touché ces enseignements un jour ou l'autre, ou par hasard? Donc c'est vraiment fascinant, mais ce qui est très intéressant quand même et prometteur, c'est que effectivement, il y a de plus en plus de scientifiques au sens classique du terme qui s'intéressent justement à ces nouveaux, comme tu l'as appelé, ce nouveau paradigme. Ça, c'est plutôt encourageant. Alors effectivement, il y a une résistance terrible, et puis les scientifiques le disent, hein. Enfin, moi je l'ai vécu en tant que scientifique. C'est des choses qui, on ne peut pas, on est interdit d'aborder dans on va dire le monde scientifique. Sinon, on se fait juste laminer, pris pour des idiots ou des incompétents ou des charlatans. Enfin, on perd sa crédibilité scientifique, tout simplement. Et je pense que tous ces scientifiques qui commencent un peu à aborder ces sujets-là sont très courageux. Heureusement qu'on n'est plus au Moyen Âge où on pouvait dresser des bûchers et brûler. Mais donc il y a un mouvement qui est en cours. Et c'est vrai que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour donner déjà le premier élément qui permettrait quand même de, peut-être pas de convaincre la communauté scientifique, mais au moins de mettre le doute, parce que quand on voit des astrophysiciens, des mathématiciens, même des biologistes qui ont quand même des arguments, qui ont écrit des bouquins, et ça ne prend pas, alors soit il y a une inertie qui est un mur qui est infranchissable, enfin pour l'instant en tout cas, soit je sais pas, il y a un problème d'argumentation ou de preuve ou de conviction, je ne sais pas. Donc je suis vraiment fasciné par cette situation, mais peut-être qu'on vit un tournant. Et je pense qu'on peut être très, comment dire, très, on a le privilège d'être dans un moment de l'histoire où effectivement, peut-être que les choses peuvent commencer à basculer. Donc, et tu participes à ce basculement, Laurent, et merci infiniment pour cet exposé. Aussi. Je crois qu'en fait, compte aujourd'hui, il y a il existe un dogme matérialiste. Et ce dogme, il est puissant, tout simplement. Il a le pouvoir, il est en place. Et donc, c'est qu'avec la vision post-matérialiste qui va grandir petit à petit, s'exprimer de plus en plus, qu'à un moment donné, ce dogme en place qui a le pouvoir va s'effondrer. C'est vraiment, il y a. Et c'est vrai qu'ils sont en place. En fait, compte, tous les scientifiques qui sont à la tête des grands instituts, ils ont cette vision matérialiste. Et pour l'instant, on peut pas. Si on est en place dans un institut de recherche universitaire, académique, si on parle trop haut, effectivement, on nous fait taire. Mm. Et donc, ce sera quand eux seront plus au pouvoir que ça va s'effondrer et que une autre vision de l'univers va pouvoir se développer de façon importante. Et ce Ce qui est qui est en jeu. étonnant, c'est que la communauté scientifique, par définition, s'appuie sur l'intelligence, l'émission d'hypothèses, l'observation, l'émission d'hypothèses. Tu as donné beaucoup d'exemples. Le gros problème de tous ces exemples, et ils sont nombreux, mais le gros problème, c'est que ça reste des exemples subjectifs, individuels. Et c'est vrai que d'un point de vue scientifique, bon, tu sais bien que quand on met une molécule au point
pour une maladie, on définit ce qu'on appelle des cohortes, donc des centaines de patients. On fait un travail à l'aveugle, puis on utilise des tests statistiques, enfin des tests très puissants. Et c'est ça qui arrive à percer et à convaincre, on va dire, la majorité. Alors, il est indéniable, hein, tu l'as dit, et évidemment que je suis très sensible à tout ça, et les exemples sont très très nombreux. Mais le problème, c'est que cette fragilité, c'est que ça reste subjectif, ça reste individuel, et on n'arrive pas à avoir une démarche, je dirais, systématique, expérimentale. Euh, voilà, c'est ça le problème. Et puis bon, il y a effectivement les convictions, hein. Juste une anecdote. Bon, tu sais très bien que voilà, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe d'études sur le corps éthérique. Et moi, j'essaie, bon, peut-être mon côté scientifique, mais j'essaie peut-être naïvement et peut-être illusoirement trouver une façon de mesurer, pas le corps éthérique évidemment, mais l'effet du corps éthérique. Et j'avais contacté un physicien, un collègue hein, que je connaissais très bien quand j'étais dans ma vie active. Et je lui avais dit, mais bon, parce que c'est un spécialiste, il travaille au CERN, c'est un spécialiste du traitement du signal. Je lui disais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un appareil qui permettrait de mesurer, je sais pas, des différentiels d'électricité sur le corps humain, le long de la colonne vertébrale, enfin bref. Et sa réponse était très caractéristique. Il me dit, mais la seule vibration que je connais chez l'homme, c'est la voix, et il dit assez de conneries comme ça. Donc c'est vrai que quand tu as, alors bon, j'ai rigolé, j'ai pas insisté parce que quand tu es devant un mur de cette épaisseur-là, tu dis c'est pas la peine quoi, ça passera jamais. Mais moi, je suis convaincu que si il n'y a pas une approche expérimentale avec des mesures, avec des tests statistiques à grande échelle, je pense qu'on ne va pas y arriver, quoi. Enfin, je peux me tromper, j'espère que je me trompe. Mais ça passera par le corps éthérique. Je pense que le corps éthérique, c'est le plus facile à montrer. Donc, c'est en montrant le corps éthérique que, après, l'hypothèse de l'âme pourra Ouais. bien avancer. Après, Alice Bellet parle de deux moyens de recherche de l'âme et de la vie après la mort. Elle parle de la médiumnité, c'est-à-dire de tester des médiums de façon scientifique. Euh, euh, et donc, par les aptitudes au médium à voir des choses que les autres ne voient pas, entre autres des âmes décédées, on pourra montrer de façon scientifique que la vie après la mort existe grâce au médium. Et l'autre façon d'étudier et d'y poser les hypothèses de l'âme, c'est d'étudier les génies. En étudiant les capacités des génies, et de voir d'où proviennent le génie des gens qui sont assez extraordinaires, de poser cette hypothèse de l'âme. C'est l'âme qui apporte Mhm. cette idée étonnante, ces aptitudes et cette vision qu'ont les génies. Mhm. Merci. Il y a Guy, je vois qu'il y a Guy Roux qui est là, il m'avait donné les coordonnées d'un livre qui s'appelle Le scientifique face à l'invisible. Alors, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Et c'est assez intéressant. En fait, c'est un scientifique totalement matérialiste, totalement athée, qui dialogue avec quelqu'un qui a une vision spirituelle. Et de par ce dialogue, en 2 ans, un dialogue continu, en 2 ans, sa vision du monde matérialiste s'est effondrée, en fait. Et puis, Mhm. de façon, avec un dialogue honnête, tu vois, en étant intellectuellement honnête, il a concédé que sa vision matérialiste était fausse, malvenue, et donc il embrasse cette vision spirituelle du monde en quelque sorte, et il croit en la vie après la vie, l'existence de l'âme. Et quoi, c'est assez étonnant comment un scientifique honnête qui étudie vraiment la chose, bah, il se met à l'évidence que Oui, qu'effectivement, c'est ça, oui. Il faut ouais, faire il appel faut, à il l'intelligence. Mhm. faut cette honnêteté intellectuelle. Tout à fait. Et merci Guy pour le transfert d'infos. Alors, Oui, Ton oui, prénom? Véronique. Véronique. Alors justement, j'avais une expérience puisque je guide des personnes en hypnose. Et alors justement, un jour, j'ai eu un professeur de médecine, voilà, qui était éploré parce il venait d'être
d'être veuf. Et voilà, donc il venait, on va dire, en psychothérapie par téléphone. Et je lui dis, il n'y a qu'un moyen de vous apaiser de ce chagrin, c'est de monter et d'aller rendre visite à cette personne que vous avez aimée, et qui était votre femme. Et donc moi j'étais très très paniquée parce que je me dis, il va me raccrocher au nez, ça va. Et donc, en fait, il s'est complètement, il n'avait jamais fait ça, il s'est complètement, on va dire, laissé faire. Donc, il est monté dans des sphères plus élevées. Et donc, je lui avais prévenu, je lui avais dit que quand quelqu'un était malade sur Terre, bon, un cancer ou quoi que ce soit comme maladie, ou même un problème psychique, quand il monte dans un certain espace, merci, voilà, il est pris en charge tout de suite. Enfin, il y a une équipe de soins et donc, j'expliquais à ce professeur de médecine que, en fait, ce qui était en haut était comme ce qui était en bas, etc. Et que sa femme allait se retrouver dans une unité de soins. Et alors là, il est complètement arrivé. Et alors, ça a été très drôle parce que je lui dis, bah, alors maintenant, décrivez-moi les infirmières. Alors, elles sont pas habillées, n'est-ce pas, comme sur Terre. Alors, et alors, ça me dit effectivement, ça ressemble pas du tout aux infirmières des secteurs hospitaliers. Et puis il a vu aussi des médecins, il a vu d'autres méthodes, enfin d'autres façons de soigner sa femme. Donc évidemment, à ce moment-là, il a explosé en émotion, mais j'ai vu que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette carapace dans laquelle on a conditionné surtout les médecins, il y a encore plus un professeur de médecine, et là, ça s'était fissuré, et donc il avait eu accès à son épouse. Mais voilà, après on est redescendu, enfin, il reste énormément de charges émotionnelles. Et il faut pas oublier aussi que le mot psyché, ça veut dire âme. Donc ça m'amuse beaucoup ah non, l'âme. Donc je veux dire, avec des patients qui sont très cartésiens, je dis tout simplement psyché, c'est âme en grec. Donc on emploie toujours ce mot âme, en fait, psycho, psychiatre, etc. Donc il faut sortir un peu de ce... Est-ce que ce médecin a témoigné auprès de ses pairs ensuite? Ah non, mais il faut pas rêver, oui, 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 oui. Mais en fait, il allait bien après, puis il est passé à autre chose. Mais j'ai trouvé ça génial et je trouve qu'en fait que l'accès est là tout le temps, quel que soit le degré de clivage de la personne. Et c'est la souffrance en fait qui amène ce genre de personne à une autre ouverture. Mais je pense que ça a dû vraiment le traverser. Mais évidemment, j'ai pas eu de témoignage ni de recommandation. Mais ceci est pas grave. Je sais très bien comment est le monde actuel et comment c'est. Voilà, je vous remercie, j'ai pris beaucoup de temps. C'était super. Merci. Je, je voulais juste dire en réponse. Pardon? Je peux continuer, Fanchon, tu auras la parole aussitôt après. Je voudrais juste en réponse à Philippe et à Laurent dire que nous avons quand même un grand allié en ce moment pour faire reconnaître le corps éthérique. Et ce grand allié, bien, c'est le rayon 7, puisque le rayon 7, c'est le rayon qui stimule le corps éthérique. Et donc, il va faire que petit à petit, on va le reconnaître. D'ailleurs, je pense que c'est enclenché, justement. Nous allons de plus en plus souvent reconnaître l'âme via le corps éthérique. Donc ça, c'est un premier point. Il faut faire confiance au mouvement d'énergie. Hein. Le rayon 7 va véritablement nous amener vers là. Et puis, le rayon 7, c'est aussi le rayon qui nous dit que l'influence ne vient plus seulement du haut, on va dire des grands pontes scientifiques, matérialistes, mais elle vient aussi du bas. Hein, et que le plus haut et le plus bas doivent se rencontrer. Alors, le plus bas, en l'occurrence, c'est nous. Hein. C'est nous, c'est toutes nos intelligences, c'est toute notre sensibilité, ce qui veut dire aussi que, en réalité,
c'est le pouvoir, on va dire le pouvoir de la masse. Je suis désolée de nous appeler masse, mais effectivement, nous sommes un grand nombre d'individus. Et c'est le pouvoir de la masse qui finira par interpeller le haut. Et d'où l'importance de diffuser les informations en ce sens et faire confiance au processus, faire confiance au rayon 7. Hein. C'est vers cela qu'il nous amène. Voilà. Mm. Mm. Bon. Certains, certains y sont déjà et d'autres n'y sont plus. Et moi, je pense que cette résistance actuellement, elle est due au fait des résistants du quatrième règne contre l'émergence du cinquième règne. Puisque chaque fois qu'un règne de la nature émerge, il y a une résistance énorme des règnes antérieurs. Et donc là, cette résistance, et comme par hasard, c'est évidemment le mental qui résiste, c'est-à-dire la chape mentale dont parlait Philippe et que tu as très bien montré, Laurent, des scientifiques de l'objet. Mais ça, cette vision scientifique, elle date du dernier cycle de 500 ans et on est dans un nouveau cycle de 500 ans qui a commencé au XXe siècle. Donc, peu à peu, dans le 21e, cette chape, on va passer de la compréhension, le sujet. Quand tu dis c'est trop subjectif, Philippe, mais heureusement que c'est subjectif, puisque ce qui est pas subjectif, c'est mort. Mm. Donc, c'est le sujet, c'est en tant qu'âme qui donne la vie. Donc, si tu veux, cette idée tout le temps qu'il faut des modèles objectifs, c'est le modèle de l'ancien paradigme, de l'ancien cycle. Et moi, j'aimerais un peu, je me demande comment vous y réfléchissez tous dans le groupe cœur ou autre à cette question du passage au cinquième règne. Et cette résistance du quatrième et comment on fait pour ne pas consolider les résistances, pour ne pas, par des raisonnements, par des manières de faire, rendre encore plus cette chape solide, mais comment on fait pour intégrer ce quatrième règne et le rassurer d'une certaine manière dans ce qu'il croit. Et ça, c'est quand même un grand défi que nous avons à faire. Je pense que c'est des réflexions que nous avons à mener dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une conscience d'âme pour accepter, intégrer, aimer tous les autres qui ont une conscience de la matérialité uniquement, parce il y en aura toujours une grande proportion, et c'est bien les problèmes et les guerres qu'on a actuellement, c'est bien ça. C'est une résistance du quatrième règne qui dit, mais moi, je vous parlerai plus facilement avec ma bombe qu'avec ma parole. Et on est dans quelque chose d'énorme. Hein. Est-ce que je me demande, est-ce que ma question vous paraît pertinente? Alors, merci Fanchon, évidemment, ta question est hyper pertinente. Et effectivement, dans nos réflexions, nous essayons de nous entraîner à ne pas rejeter. C'est-à-dire, nous sommes rejetés. Hein, nous sommes rejetés comme étant ne sachant pas réfléchir, étant des illuminés, etc. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rejeter, y compris la communauté scientifique à vision matérialiste, de ne pas rejeter parce que on ne peut pas ne pas considérer tout le travail qui a été fait, ce travail énorme qui a été fait et qui a fait avancer le monde. Hein. Et donc, si nous nous mettons à penser que nous sommes au-dessus parce que nous avons la vision de l'âme, déjà, c'est pas trop notre âme qui part parce que l'âme, elle est inclusive. Et donc, l'âme ne peut pas se mettre à rejeter ou à mépriser quelqu'un qui n'a pas sa vision. Hein. Et donc, ça, c'est là où il faut que nous soyons très, très vigilants. Effectivement, c'est pas facile de ne pas rejeter quand soi-même on se sent rejeté. Mais c'est là où nous avons à exprimer vraiment les qualités de l'âme, hein, c'est-à-dire la cohésion, l'unité et l'acceptation des différences. Oui, ce que tu dis, Matt, c'est extrêmement important. C'est ce que je voulais répondre à Fanchon. Et je pense que il faut pas opposer spiritualité et matérialisme. Il faut pas rejeter la matérialité. Elle a apporté et elle apporte. Et elle existe de toute façon. La mécanique quantique ne rejette pas la physique classique. Elle la complète.
Donc, ta réflexion et le tibétain, je crois qu'il a, à un moment donné, il insiste là-dessus. Il dit qu'il y a eu des erreurs monumentales faites par les soi-disant occultistes, spiritualistes, parce que il se posait en donneur de leçons et il rejetait les choses. Et il faut absolument éviter ça parce que là, ça serait contre-productif et on n'y arrivera pas. Donc, cette réflexion-là, et ce que dit Fanchon, est extrêmement important. Certes, il y a un conflit, mais il faut avoir cette intelligence, cet amour finalement, d'inclusivité et d'accompagnement et voilà, de pas tomber dans le conflit et le rejet. Même si l'harmonie, comme le disait Roger, naît du conflit. Oui, mais l'harmonie naît du conflit à partir du moment où on intègre les deux Tout à visions fait, opposées. Donc tout c'est à fait. justement là, c'est de dire nous avons à intégrer les deux visions, c'est seulement cela qui fera émerger l'harmonie. C'est ça. Bon, eh bien, il est 12h59, presque 13h. Je propose que nous arrêtions là cette première partie des rencontres, parce que je me soucie aussi de nos ordinateurs, parce que j'ai l'impression que l'électricité ne va pas revenir ici. Et là, je vois Les batteries les descendent. batteries sont en train de descendre. Donc, nous allons arrêter là. Nous allons nous retrouver à 14h30 comme prévu. Nous allons éteindre nos ordinateurs, hein, et nous les rallumerons pour 14h30. Voilà, pour continuer sur la beauté révélée par l'homme. Bonne pause. Bon appétit, bonne pause, à tout à l'heure. 14h30, c'est ça? 14h30, oui.